Tu vois, pour moi, Rabelais, c'est pas la question d'être dans les endroits qui sont évoqués par le livre. Ici, on est en utopie, lieu de nulle part. Si tu cherches à reconstituer les itinéraires, on est quelque part là, dans les îles au-delà de Sumatra, le chemin des Portugais. Mais Rabelais, pour lui, c'est une connaissance très très indirecte, même, et encore plus là en 1532 dans le Pantagruel. Et pourtant, le voyage de Magellan, il y a déjà plus de 20 ans, ça, ces récits-là, et ils arrivent. Pas Magellan lui-même, il reste là-bas. Et puis tous les marins de Dieppe, hein, salut Romain Bertrand, qui, eux, ont exploré ces chemins-là. Mais ça, eux, ils sont tournés vers la façade maritime. Rabelais, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il y a toujours ce chemin chez Rabelais qui est dans le Pantagruel comme un chemin inverse. C'est-à-dire qu'on va reprendre une espèce de légendaire, comme au Moyen-Âge, mais avec une performance de langue, une bagarre à coups de gourdin d'un géant contre 600 autres, non, 300. Et à partir de là, Rabelais amorce en amont d'autres chapitres, 2 chapitres en l'occurrence, sur justement qui sont beaucoup plus sérieux sur la guerre. Mais on a toute raison de penser, en particulier le magistral travail d'un universitaire qui s'appelle François Rigolo, que Rabelais pastiche. Non, c'est pas pastiche. Tu reprends les trucs comme c'est dans l'air. C'est comme le blues. C'est les histoires qui sont là dans l'air. Tu les attrapes et tu les refais pour toi. Et puis, en amont, tu vas remonter la dose. Donc là, ça va être... Qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi ici? On est tout près de la route. C'est ce que Rabelais appelle le grand chemin de Loudun. On a le Guet-de-Vède. Le Guet-de-Vède, il est juste là. L'eau, elle est ici, là, le petit Névron. Et puis ces petites ruines, il y en a partout. Ça pourrait être la cahute de la Sibylle de Panzou. C'est toutes ces fermes ruinées. Et puis d'autant plus qu'elles sont au bord de la route. Camions qui passent, on va les entendre. Et puis à chaque fois que je passais devant ce lieu, je me disais, mais dans cet abandon... Est-ce que Rabelais, on ne l'a pas en quelque sorte abandonné aussi? Je m'étais toujours dit qu'un jour, je m'arrêterai là. Après, on va aller dans le hangar, on va lire 2 textes. Parce qu'il y a le combat, et puis ensuite, vous verrez, on va visiter les enfers avec Épistémon. Comment Pantagruel défie les 300 géants armés de pierres de taille et Loup-garou leur capitaine. On est le chapitre 19 du Pantagruel. Les gens, voyant que tout leur camp était submergé, emportèrent leur roi Anarche à leur col, le mieux qu'ils purent hors du fort, comme fit Aîné son père Anchise lors de la conflagration de Troie. Lesquels, quand Panurge aperçut, dit à Pantagruel, « Seigneur, voilà les gens qui sont issus. Donnez dessus de votre mât, galantement, à la vieille escrime, car c'est à cette heure qu'il se faut montrer homme de bien. Et de notre côté, nous ne vous faudrons point, et hardiment, que je vous en tuerai beaucoup. Camion, carquois. » Les camions, j'en ai besoin pour lire ce texte. David, toi, Goliath, bien facilement. Moi donc, qui en battrais 12 tel qu'était David, car en ce temps-là, n'était qu'un petit chiard, je n'en défraîche pas bien une douzaine. Et puis ce gros paillard de Eusten, qui est fort comme 4 bœufs, il s'y épargnera pas. Prenez courage, choquez à travers, déstockez de taille. Oh, c'est Panurge qui incite Pantagruel à y aller au combat, mais lui restera bien derrière. Or, dit Pantagruel, de courage, j'en ai pour plus de 50 francs, et parle pas en euros encore. Mais quoi, Hercule n'osa jamais entreprendre contre 2.
Eh, c'est dit Panurge, bien chien chier chanter en mon nez. Vous comparez-vous à Hercule? Vous avez plus de force aux dents et plus de sens au cul que n'eût jamais Hercule en tout son corps et âme. Autant vaut l'homme comme il s'estime. Et ainsi qu'il disait ces paroles, voici arrivé loup-garou avec tous ces gens, lequel, voyant Pantagruel tout seul fut épris de témérité et outrecuidance par espoir qu'il avait de oxyre le pauvre Pantagruel, dont dit à ses compagnons géants: paillard de plat pays, par Mahon, tiens lui c'est par Mahomet, hein, le loup-garou, si nul de vous entreprend de combattre contre ceux qui sont ici, je vous ferai mourir cruellement. Je veux que vous me laissiez combattre tout seul. Cependant, vous n'aurez pas ce temps à nous regarder. Ah donc, se retirèrent tous les géants avec leur roi, là auprès où étaient les flacons, et Panurge et ses compagnons avec eux. Tout le monde fraternise pour regarder les deux champions du match de boxe qui contrefaisaient ceux qui ont eu la vérole, car ils tortaient la gueule et retiraient les doigts et en paroles enrouées leur dit: renie Dieu, compagnons, nous ne faisons point la guerre, donnez-nous à repaître avec vous, cependant que nos maîtres s'entrebattent. Ça c'est bien Panurge, allez, deux champions qui vont s'affronter, mais les autres ils ont amené à boire. Ben lui le pauvre Panurge, j'en voudrais bien un peu aussi. À quoi volontiers le roi et les géants se consentirent et les firent banqueter camion. Et les firent banqueter avec eux. Et cependant, Panurge leur contait des fables. Le statut des fables. Les fables, c'est ce qu'on raconte aux petits-enfants quand ils sont encore aux mains des femmes, selon l'expression de Rabelais. Parce que la mortalité infantile, c'est quelque chose. Donc avant 6 ans, on ne te déclare pas dans les registres d'état civil et on ne commence pas l'éducation. Mais on te lit des fables. On te raconte des fables. Et cependant, Panurge, comme aux petits-enfants, leur contait des fables et les exemples de Saint-Nicolas. Alors, loup-garou s'adressa à Pantagruel avec une masse toute d'acier, pesante 9700 quintaux d'acier de calibre, au bout de laquelle il y avait 13 pointes de diamant, dont la moindre était aussi grosse comme la plus grande cloche de Notre-Dame de Paris. Il s'en fallait, par aventure, l'épaisseur d'un ongle, ou au plus que je ne mente, d'un dos de ces couteaux qu'on appelle coupe-oreille, mais pour un petit, ni avant ni arrière. Et était fait en la manière que jamais ne pouvait rompre, mais au contraire, tout ce qui l'en touchait rompait incontinent, boum, coupé en deux. Ainsi donc, comme il approchait en grande fierté, Pantagruel, jetant les yeux au ciel, se recommanda à Dieu de bien bon cœur, faisant vœu comme tel s'ensuit. L'autre qui se précipite avec son gourdin, la masse d'acier de 750 quintaux, renforcée de diamants gros, chacun comme la plus grosse cloche de Notre-Dame de Paris, et l'autre, les patenôtres, attends un peu. Alors voilà, Seigneur Dieu, qui a toujours été mon protecteur et mon serviteur. Tu vois la détresse en laquelle je suis maintenant. Tu vois comme cette phrase reviendra aussi bien plus tard. Quand on sera dans la tempête, l'adresse à Dieu, le rôle rituel qu'elle a, comme là, en la détresse, elle est déjà dans Pantagruel. Rien ici ne me amène, sinon zèle naturel, comme tu as concédé aux humains, de garder et défendre soi, leurs femmes, enfants, pays, famille, en cas que ne serait ton négoce propre, qui est la foi, la légitimation à se défendre. Car en telle affaire, tu ne veux nul coadjuteur, sinon de confession catholique, toi Mahomet, et ministère de ta parole, et nous a défendu toutes armes et défenses. Je me présente devant toi, main nue, pour me battre, car j'ai la foi. Car tu es le Tout-Puissant qui en ton affaire propre et où ta cause propre est tirée en action. Attends l'autre, tu lui dis attends un peu, j'ai pas fini là.
te défendre trop plus qu'on ne saurait estimer. Toi qui as milliers de centaines de millions de légions d'anges, duquel le moindre peut toxir tous les humains et tourner le ciel et la terre à son plaisir, comme bien apparu en l'armée de Sennacherib. Ah ben, faut bien qu'on attende nous aussi qu'il finisse. Donc, s'il te plaît, à cette heure, me être en aide, comme en toi seul est ma totale confiance et espoir. Je te fais vœu que par toute contrée, tant de ce pays d'utopie, que d'ailleurs où j'aurai puissance et autorité. Ah ouais, c'est ça, quand t'arrives à Sumatra ou ailleurs. Tu fais quoi? Ben, tu dis, d'abord je vous convertis, parce que c'est ma foi, moi, qui est meilleure que la tienne. Je ferai prêcher ton saint évangile purement, simplement et entièrement, si que les abus d'un tas de papelards et de faux prophètes, tu vois déjà ce qui se profile là, de la future réforme, qui ont par constitution humaine et invention dépravée, envenimé tout le monde, seront d'entour moi exterminés. Et alors écoutez, c'est pour ça que je suis mis là. Qui va nous répondre? Qui là veut vous parler dans mon micro? Et alors fut oui une voix du ciel disant Hoc fac et vinces, c'est-à-dire fais ainsi, tu auras victoire. Ce fait, voyant Pantagruel que loup-garou approchait, ça fait 2 pages qu'il approche, la gueule ouverte, vint contre lui hardiment et s'écria tant qu'il put « À mort, Ribot, à mort !» pour lui faire peur, selon la discipline des lacédémoniens et par son horrible cri. Ça aussi dans les commentaires de Jules César, c'est une des plus belles notations. Jules César, c'est il est coincé dans le... vers le Césalier, là, ces coins-là, il peut pas retourner à Rome, donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il continue ses commentaires, là, pour assurer son pouvoir à distance sur le Sénat, et il s'arrête et dit, bon, maintenant je vais vous parler un peu des peuples que je combats, et des choses qui le surprennent. Et dans les choses qui le surprennent, c'est que, Camio Daher Intelligent Logistics. Eh ouais, c'était marqué dessus. Ce qui le surprend, c'est que les hordes de guerriers gaulois, alors que légions, boucliers, lances à l'horizontale, pilum, eh bien, eux, ils se peignent le corps en bleu, ils se mettent nus, ils se peignent le corps en bleu, ils crient, et dans cette clameur des corps nus en bleu, leur fondent en foule, et gagnent des victoires, comme à Gergovie. Oui, ça, c'est le soubassement aussi. Puis lui jeta la barque qu'il portait à sa ceinture et plus de 18 caques de sel. Il y a toujours ce 18, 78 qui est un petit peu fétiche chez Rabelais, il y a plein d'écrits là-dessus. Et donc là, parce que Pantagruel, c'est un petit lutin, c'est celui qui donne soif à l'origine, c'est pas un géant. Donc là, à sa ceinture, il a du sel. S'il vous lance du sel, ben vous avez soif. Dont il lui emplit gorge et gosier, et le nez, et les yeux. L'autre arrive avec son gourdin, poum, du sel, du gros sel, dont, irrité, loup-garou lui lança un coup de sa masse, lui voulant rompre la cervelle. Mais Pantagruel fut habile et eut toujours bon pied et bon œil, par ce démarcha du pied gauche, un pas en arrière, mais il ne sut si bien faire que le coup ne tomba sur sa barque, laquelle rompit en 6 pièces et versa le reste du sel en terre. Oh malheur! Quoi voyant, ça c'est Rabelais ça. Quoi voyant, souvent il y a ça chez lui. Quoi voyant, Pantagruel déploya ses bras comme l'art de la hache, lui donna du gros bout de son mât en estoc au-dessus de la mamelle, et retirant le cou à gauche en taillade, lui frappa entre col et collet, puis avançant le pied droit, lui donna sur les couillons un pied du haut au bout de son mât, à quoi rompit la une et versa 3 ou 4 poinçons de vin, qui étaient de reste, dont loup-garou pensa qu'il lui avait incisé la vessie. Ah, tu parles d'une farce, tiens. Et du vin, que ce fut son urine qui en sortit. Oh merde, je pisse rouge. Il m'a fait quoi? C'est bon, c'est gagné par la ruse. De ce non content,
Pantagruel voulait redoubler au couloir, mais Loup-garou, haussant sa masse, avança son pas sur lui et de toute sa force la voulait enfoncer sur Pantagruel et de fait en donna si vertement que si Dieu n'eût secouru le bon Pantagruel, il l'eût fendu depuis le sommet de la tête jusqu'au fond de la ratelle. Mais le coup déclina à droite par la brusque hâtivité de Pantagruel. Hop là! Et entra sa masse, plus de 60 pieds en terre, à travers un gros rocher dont il fit sortir le feu, plus gros qu'un tonneau. Ce que voyant, camion! Jaune. Pantagruel, qu'il s'amusait à tirer la dite masse qui tenait à planquer son truc là, en plein dans le sol, il n'arrive plus à tirer. Lui coursu, lui voulut avaler la tête tout net, mais son mât, toujours là, le mât de la barque, là, de mâle fortune, toucha un peu au fût de la masse de loup-garou qui était fait. C'était une masse magique, comme avons dit devant. Par ce moyen, son mât lui rompit à 3 doigts de la poignée. Ah, plus rien dans ma main. Dont il fut plus étonné qu'un fondeur de cloche, et s'écria: Panurge, où es-tu? Ce que voyant Panurge, dit au roi et aux géants: Pardieu, ils se feront mal, qui les départira? Mais les géants en étaient aises comme s'ils fussent de Nas. Camion blanc mais petit. Alors, Carpalim se voulut lever de là pour secourir son maître, mais un géant lui dit: par Goulfarin, neveu de Mahon, si tu bouges d'ici, je te mettrai au fond de mes choses comme on fait d'un suppositoire. Par Goulfarin, neveu de Mahon, Goulfarin, G-O-U-L-F-A-R-I-N, neveu de Mahomet. Si tu bouges d'ici, je te mettrai au fond de mes chaos comme on fait d'un suppositoire. Oh bah dis donc, voilà d'un destin. Aussi bien suis-je constipé de ventre et ne peut guère qu'ogre, sinon à force de grincer des dents. Pantagruel, ainsi destitué de bâton, a repris le bout de son mât en frappant torche lorgne dessus le géant, mais il ne lui faisait mal en plus que feriez, baillant une chiquenaude sur un mail de forgeron, et cependant, Loup-garou tirait de terre sa masse, elle avait déjà tiré, elle apparaît pour en faire rire Pantagruel, mais Pantagruel qui était soudain ton remuement, MMA, tout déclinait tous les coups, jusqu'à ce qu'une fois, voyant que Loup-garou le menaçait, disant: Méchant, à cette heure, te hacherai-je comme chair à pâté. Jamais tu ne altéreras les pauvres gens. Lui frappa du pied un grand coup contre le ventre, qu'il jeta en arrière à jambes redindaines, et vous le traînait ainsi à l'écorche-cul, plus d'un trait d'arc. T'as vu comme je te l'ai lu d'un seul coup, celle-là, là? Bah ouais, bah c'est écrit comme ça. Et Loup-garou s'écriait, rendant le sang par la gorge: Mahon, 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 camion bleu, Mahon. À laquelle voix se levèrent tous les géants pour le secourir. Mais Panurge leur dit: Messieurs, n'y allez pas si me croyez, car notre maître est folle, et frappe à tort et à travers, il ne regardera point où, et vous donnera malencontre. Et Panurge dit: Ah, t'as pas voulu qu'on y aille, nous, au secours là, de notre Pantagruel. Eh ben vous là, maintenant, restez, parce que t'as vu là, ce qu'il où l'on est là, c'est vous qui allez déguster. Et courageux, mais, eh ben si, courageux. Mais les géants n'en tinrent compte, voyant que Pantagruel était sans bâton, et comme ils approchaient, Pantagruel prit Loup-garou par les 2 pieds, et du corps de Loup-garou, armé d'enclumes. Il est fort, il a des enclumes à sa ceinture, c'est ses petites braloques. Et du
du corps de loup-garou, armé d'enclumes, frappait parmi ces géants, armés de pierres de Troie, et les abattait comme un maçon fait de copeaux, et que nul n'arrêtait devant lui, qu'il ne roi contre terre. Et tu vois comme ça, ce récit, là, dans son exagération, ce qui n'est pas le cas des chapitres en amont, où on parle de la guerre raisonnée contre les Amorotes. Cette forme-là de fable-récit, c'est ce qu'on va reprendre ensuite dans le Gargantua, mais là, on va le faire ici même, à l'abbaye de Seuilly. Pardon, elle est là, moi je la vois, entre les arbres, comment le moine défend le clos de Seuilly. Et moi, c'est ça qui est à la fois, je pense, la résistance qu'on a vis-à-vis de Rabelais, et pour nous, auteurs, l'obligation où on est de Rabelais. C'est-à-dire que tu vois, camion blanc, alors il porte rien, plateau vide, oh, salut mon gars. L'obligation de Rabelais, elle est là. C'est-à-dire que tu as, de livre en livre, les mêmes figures qui reviennent, et donc tu vois la genèse de ces figures. Et tu vois la genèse de ces figures dans leur rapport aussi au réel, au grand chemin de Loudun. Et c'est pour ça que moi je suis là, ce matin, dans la lumière grise. XPO Logistics. Avant, ça s'appelait Norbert d'Entresangles. Ils avaient 3500 camions Norbert d'Entresangles, puis maintenant, d'un seul coup. Ah tiens, on voit plus Norbert d'Entresangles. Non, il y a XPO. XPO, c'en est d'un mot, ça. Bon, restons là. On finit, hein. Pantagruel prend loup-garou par les deux pieds, et du corps de loup-garou, armé d'enclumes, frappait parmi ces géants, armés de pierres de taille, et les abattait comme un maçon fait de copeaux, que nul n'arrêtait devant lui, qu'il ne roi contre terre, dont à la rupture de ces harnais pierreux fut fait un si horrible tumulte, qu'il me souvint quand la grosse tour de beurre qui était à Saint-Étienne de Bourges fondit au soleil, et Panurge ensemble, Carpeline et Eustène, cependant, égorgetaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire les moines dans le clos de Seuilly? Le moine les détruit avec son bâton de la croix, et les autres arrivent, vous savez, avec ces petits canifs là, qui s'appellent gouets, parce que c'est avec ça qu'on ouvre les noix. Et ben, ils égorgettent tous les ennemis. Tu vois, il n'y a pas de texte qui soit pas intéressant, même quand, a priori, on est dans la grosse farce. Parce que c'est le principe de la farce qu'on va rejouer ensuite, là, dans quelque chose de beaucoup plus important. C'est la Loire, vecteur des pestes, des maladies, et l'abbaye de Seuilly, quand lui il passe, mais dans l'autre sens. C'est ça les routes chez nous. On passe dans les deux sens. C'est là où remontent toutes les guerres, ça passe par le fleuve et on massacre tout ce qu'il y a sur les bords. Le fleuve, c'est l'arrivée du danger. C'est pour ça que Rabelais, qui est mis, lui, à 14 ans là, à Angers, couvent de la Baumette, quand il écrit le massacre de Seuilly, c'est mais comment on se défend là, nous. Et Eustène, cependant, égorgetait ceux qui étaient portés par terre. Faites votre compte qu'il n'en échappa un seul. Et à voir, Pantagruel semblait un faucheur qui de la faux. C'était loup-garou, camion bleu. Vous les voyez pas, mais moi je les vois. C'était loup-garou, sa faux. Son daille abattait l'herbe d'un pré. C'était les géants. Regarde l'image, elle est belle. Et Pantagruel, à voir, Pantagruel semblait un faucheur qui de la faux, c'était loup-garou, abattait l'herbe d'un pré, c'était les géants. Mais à cet escrime, camion blanc, loup-garou perdit la tête. Ce fut quand Pantagruel en abattit un qui avait nom Morico. Ah bah tiens, Mahon, Morico. Riflandouille, qui avait nom Morico, corrigé ensuite Riflandouille, parce que, ben quand même, tu vois, tout ça, là, c'est latent, là, qui était armé à haut appareil, c'était de pierre de griffon, dont un éclat coupe à la gorge de tout outre à Épistémon. Et voilà, la transition. Ça, c'est la place, c'est les camping-cars. Camping-cars. Hollande, Allemagne, UK. J'aime bien les camping-cars des Belges, mais les autres non. Qui était armé à haut appareil, c'était de pierre de griffon dont un éclat coupa la gorge tout net à Épistémon. Faites attention, Épistémon lui a coupé la tête, mais c'est un gentil lui, il est de notre bande. Eh oui.
Mais là, on va passer au chapitre suivant, car autrement, la plupart d'entre eux étaient armés à la légère, c'était de pierre de tuf, les autres de pierre ardoisine, c'est là, tout, là, sur les, tu vois, les pierres ardoisine, là, c'est ce qu'il y a là sur le toit, là, le vieux toit, et puis pierre de tuf, ben, c'est là avec ça que tu fais les murs, la pierre tendre du coin. Finalement, voyant que tous étaient morts, jeta le corps de loup-garou tant qu'il put contre la ville. Bam! Et en tombant, du coup, là vous savez tous, vous vous en souvenez de votre Pantagruel. Jeta le corps de loup-garou tant qu'il put contre la ville, et en tombant, du coup, tu as un chat brûlé, une chatte mouillée, une canne petière et un oison bridé. Enfin, et maintenant, ce brave épistémon, peut-être qu'on s'occupe un peu de lui, non? Allez, on va continuer à un autre endroit. Mais toujours là, dans cette vieille cour de ferme, devenue abandon. Camion performe. Qu'est-ce que je fais, moi? Je performe. Le camion performe. Je performe E ou performe sans E. Suite.